Bienvenue dans le podcast Dessine-moi un divan. Je suis Candice Medina Maro, créatrice de ce podcast, dans lequel je vous invite à vous joindre à des aventures et explorations en terre analytique. Dans l'épisode d'aujourd'hui, qui fait partie de la thématique des abus sexuels, nous nous interrogeons sur comment penser l'abus et le dire. Vous êtes prête ? Vous êtes prêts ? L'aventure nous attend, c'est parti. Une manière de dire et de penser l'abus, c'est de porter plainte. Elles sont rares, les plaintes, pour plusieurs raisons. Notamment car la plupart du temps, les victimes connaissent bien l'agresseur, qu'elles ne le détestent pas forcément, que ça peut être plus compliqué que cela, notamment quand il s'agit d'une personne de la famille, d'autant plus quand l'agresseur ou l'agresseuse est un enfant ou un ado. Dans le cadre familial, il est fréquent que la famille exige explicitement ou implicitement le silence. Les plaintes sont rares par peur de ne pas être crues, d'être mal accueillies, par peur de la violence des procédures. Et elles le sont, violentes ces procédures, dans toutes leurs dimensions. Violentes car elles exigent de dire dans les détails ce qui s'est passé à des personnes inconnues, sans savoir comment elles accueilleront cette parole. Violentes car c'est se confronter à un système qui marche sur la tête, car il est basé sur le fait que la personne qui agresse doit nier les agressions commises, se défendre, et ce faisant, accuser la victime et donc, dans une certaine mesure, continuer de l'agresser, notamment à travers les avocats. Et tout le monde trouve ça normal. Pour l'anecdote, dans une procédure judiciaire pour viol, une analysante avec laquelle je travaillais, qui était donc victime de viol, s'est vue demander par son avocate de ne pas porter tel vêtement ou tel maquillage pour ne pas avoir l'air d'aller bien lors de la confrontation devant un juge avec l'homme qui l'a violée. Cette avocate a également justifié l'agressivité de l'avocat de l'accusé par le fait que c'est son métier de défendre son client. L'entourage de cette analysante trouvait aussi parfaitement légitime que chacun et chacune joue son rôle. Finalement, l'accusé et son avocat formaient un groupe d'agresseurs. Elle continuait, l'analysante, d'en être la victime, comme si de rien de plus intelligent n'était possible. Dans une procédure dont on peut penser qu'elle pourrait justement viser à restaurer les personnes en tant que sujet dans chaque partie engagée. Or, comment penser que de ne pas prendre la responsabilité de ses actes pour la personne qui agresse peut lui bénéficier ? Comment imaginer que nier ce qu'elle a fait est juste pour cette personne ? C'est même fermer la porte à toute réflexion sur ce qui a poussé cette personne à agresser, sur ce que ça dit de son histoire. C'est lui ôter la possibilité de s'ériger en sujet en prenant ses responsabilités, en répondant de ses actes. Sans compter que ne sont généralement pas prises en compte dans ces procédures le réseau d'abus dans lequel s'insère l'agression sexuelle. Comme s'il ne s'agissait que de deux personnes, celle qui a subi, celle qui a commis. Alors que ce cas de figure, dans lequel l'agression est un acte très circonscrit et isolé, est rare, je le rappelle. Petite parenthèse, la notion de justice restaurative apparaît comme une approche peut-être plus juste pour chacune des deux personnes, même si, encore une fois, l'impasse est souvent faite sur les abus en amont, qui, en fait, font le lit de l'agression, et ceux en aval, qui font barrage. L'idée de justice restaurative est celle de permettre aux victimes et aux agresseurs de trouver davantage de subjectivation à travers ce processus en étant amenés à dialoguer, ce qui passe par la reconnaissance des faits pour là ou les personnes qui ont commis l'agression. Elle est encore malgré tout très peu présente dans le paysage judiciaire français en matière de crimes sexuels, même si elle est mise en œuvre par la loi depuis 2017. En outre, je le rappelle, il ressort que près de 4 agressions sur 10 sont commises par des enfants et des ados. Et bien souvent, les enfants ou ados agressés par d'autres enfants ou ados ne réalisent pas nécessairement que c'est une agression sexuelle, surtout quand c'est commis par des enfants et des préados. Les enfants et les ados qui en agressent d'autres ont généralement eux-mêmes été agressés, et elles reproduisent sur d'autres enfants ou ados ce qu'elles ont subi ou ce qu'elles sont en train de subir. Or, comment porter plainte contre un enfant de 9 ans qui en agresse sexuellement un autre de 6 ans ? Enfin, ou plutôt au début, pour en arriver à porter plainte, ce qui est très rare, il faut en premier lieu arriver à penser l'abus, à le mettre en mots. Penser ce qui ne peut pas l'être, nommer ce qui n'est pas nommable prend beaucoup de temps. Les personnes qui ont subi des abus sexuels l'expriment tout de suite, je le rappelle, de plein de manières différentes et souvent elles ne sont ni vues ni entendues. Mais, je le souligne, elles l'expriment toujours tout de suite en mots M-O-T-S, mots M-A-U-X et ou en changement de comportement ou d'attitude. Penser l'impensable, c'est parfois penser l'impensable abandon parental et familial, l'impensable négligence, l'impensable complicité active ou passive, l'impensable fantasme délégué peut-être, l'impensable trahison, l'impensable effraction, l'impensable déshumanisation. Or, pouvoir en parler, sans parler, se représenter ce qui s'est passé, ce que ça représente, percevoir
toutes les personnes qui jouent un rôle dans un abus sexuel, nommer l'abus, tout cela est très difficile et peut prendre beaucoup de temps. Il peut être très difficile pour certaines personnes d'identifier qu'elles ont subi un abus sexuel. Parfois même pour celles qui ont clairement factuellement vécu un viol et qui ne le perçoivent pas pour autant, comme cela, pour différentes raisons. Cela peut venir du fait qu'elles ne peuvent pas se représenter cela, que c'est trop à penser et à vivre, et qu'il est moins coûteux pour l'instant de penser qu'il ne s'est rien passé de grave, ou que quelque chose a mal tourné mais que ce n'est pas grave, ou encore que c'est normal. C'est parfois très difficile d'identifier un abus sexuel subi par un garçon. D'une part, car on s'imagine que les petits garçons sont beaucoup moins la cible des agresseurs sexuels que les petites filles, et que l'entourage passe d'autant plus à côté que c'est un impensé encore plus grand. D'autre part, certaines agressions sexuelles commises sur des garçons impliquent que ce soit eux qui effectuent une pénétration. Pour rappel, le viol constitue un crime, défini par la loi comme tout acte de pénétration de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise. Or, quand à la demande d'un autre enfant, d'un autre ado ou d'un autre adulte, un garçon pénètre cette personne, ou pénètre une autre personne à sa demande, peut-on considérer que ce garçon, quand bien même il effectue un acte de pénétration, est victime d'un viol, puisque cela ne se fait pas à son initiative mais résulte d'une contrainte? On voit à quel point cela peut être compliqué pour certains garçons d'identifier qu'ils ont subi une agression sexuelle dans ce cas de figure-là. Certaines filles ou femmes qui ont subi des viols, enfants, ados ou adultes, mettent des années, non pas à l'exprimer, mais à l'identifier et à le nommer, alors même que quand elles en parlent, cela ne peut faire aucun doute. On peut donc facilement imaginer à quel point il peut être complexe pour un garçon, enfant ou ado, à qui on a imposé un rapport sexuel qui suppose que ce soit lui qui pénètre quelqu'un, qu'il puisse imaginer que cela peut être un abus sexuel à son encontre. Et ça se complique encore plus quand la personne qui agresse un garçon est une fille ou une femme. Dans les récits autour des abus sexuels, les victimes sont des filles, les agresseurs des hommes. Le nombre de victimes parmi les garçons est très sous-estimé. Et de fait, le risque d'agression sexuelle qu'ils encourent est très sous-évalué aussi. Cela rend aussi plus difficilement identifiables les abus subis par les garçons, et font que eux, non plus, ne sont pas entendus, voire en parlent moins par la suite et viennent moins chez un psy. En effet, parmi les personnes que je reçois, par exemple, le nombre de victimes est le même proportionnellement dans chaque groupe, garçons-hommes et filles-femmes. Or, on ne peut pas conclure que parce que les garçons et les hommes sont moins nombreux à venir consulter un ou un psy, qu'ils sont moins nombreux à être victimes d'abus sexuels. Je reçois aussi des personnes qui ont subi des abus sexuels et qui en ont également commis. Ce genre de situation se retrouve dans environ 2 cas sur 10. Là encore, le fait d'être victime et agresseur ou agresseuse peut rendre très difficile le fait d'oser parler de ce qu'on a subi et de ce qu'on a commis. Et pourtant, cela me paraît tout autant nécessaire, dans un cas comme dans l'autre, de pouvoir mettre en travail ces abus. C'est d'autant plus difficile quand les personnes qui ont agressé étaient des enfants ou des ados. Par ailleurs, la difficulté à parler peut également venir du fait que souvent, très souvent, la personne qui agresse est une personne que la victime connaît, voire qu'elle aime ou qu'elle aime bien. Or, comment arriver à penser qu'on a vécu l'impensable à cause d'une personne qu'on aime ou qu'on aime bien? C'est d'autant plus difficile à se représenter quand ça ne ressemble pas à l'image qu'on se fait d'une agression sexuelle, quand ça ne cadre pas avec les récits entendus concernant les abus sexuels, et ce quel que soit l'âge. La honte que ressentent les victimes, quand bien même elles arrivent à identifier clairement ce qu'elles ont vécu, est extrêmement pesante. Les personnes qui ont été agressées ou qui sont en train de subir des agressions répétées ressentent énormément de honte la plupart du temps, ce qui peut rendre très difficile le fait d'en parler. Mais je redis que les victimes expriment tout de suite et longtemps de diverses manières ce qui se passe ou s'est passé, et ce jusqu'à être entendues, et même après quand il y a des réminiscences. Les manifestations qui expriment ces abus peuvent amener les victimes à venir voir un psy ou une psy, mais elles peuvent aussi générer là encore une honte et les rendre difficilement dissibles, d'autant que ces manifestations ne sont pas systématiquement mises en lien avec les abus sexuels subis.
Elles peuvent être encore une fois très variées suivant les personnes et les âges, les manifestations d'abus sexuels n'étant pas les mêmes, y compris pour une même personne, selon qu'elle ait 5 ans et que cela se traduise par des maux de ventre ou de tête, des cauchemars, des phobies, un bégaiement, une agressivité, etc., ou 15 ans, et que cela se manifeste par des automutilations, une anorexie, de la toxicomanie, une tentative de suicide, ou encore 50 ans, et que cela continue de se dire dans l'alcoolisme, la dépression, l'hypervigilance, la mise en danger, etc. Tous les exemples de manifestations que j'ai énumérées, et dont la liste n'est évidemment pas exhaustive, n'expriment pas systématiquement un ou des abus sexuels. Cela peut parler d'autre chose, bien entendu, mais ça peut aussi s'exprimer comme ça. C'est bien pour cette raison que, quel que soit ce qui nourrit l'alcoolisme ou la dépression par exemple, considérer ces manifestations comme des maladies et non comme une parole, comme une manifestation, quelque chose qui tente de se dire et de dire ce qui se passe ou s'est passé, c'est nier ce que vit la personne au plus profond d'elle-même. Je le répète, les abus sexuels ne concernent pas uniquement 2 personnes. Ils sont systémiques. Et le fait qu'ils soient systémiques entraîne nécessairement d'en venir à parler du système dans lequel ils s'inscrivent. Parler d'abus sexuels, c'est en venir à parler de tout le système et de l'entourage dans lequel ça s'est produit. C'est prendre la dimension, des multiples dimensions justement, qui constituent ces abus. C'est éclairer des zones restées dans l'ombre. C'est renvoyer chacun et chacune à sa responsabilité dans ce système. Et tout cela, c'est au moins autant difficile que de parler des agressions sexuelles elles-mêmes. Quand on a vécu l'une des choses qui peut être l'une des pires choses que peut vivre un être humain, car il y a du meurtre dans les abus sexuels du fait de la déshumanisation et de l'instrumentalisation dont fait l'objet la victime, parler de cette effraction incommensurable et de tout ce qui va avec, c'est tenter de tisser un récit à partir de multiples choses qui n'ont pas de sens. Parler de l'agression ou des agressions sexuelles subies est déjà extrêmement difficile, éprouvant, tant psychiquement que physiquement, car ça requiert une énergie considérable que de commencer à dire et élaborer un récit sur quelque chose d'une violence extrême, qui semble irreprésentable et insoutenable. Réaliser qu'une agression sexuelle n'existe pas seule, mais qu'elle est au cœur d'autres abus, qui peuvent être tout aussi traumatisants, est une véritable épreuve. C'est pourquoi il faut du temps, beaucoup de temps, parfois énormément de temps, non pas pour exprimer que quelque chose s'est passé, mais pour en parler véritablement, pour pouvoir dire, pour pouvoir se dire ce qu'on a vécu. Il faut que les conditions soient propices, et elles ne le sont pas toujours. Il faut trouver là où le psy avec qui ce sera vraiment possible de travailler sur tout cela, et avoir au moins une personne dans son entourage proche sur laquelle on peut compter pour pouvoir traverser cela. Et des conditions de vie suffisamment rassurantes, car élaborer le récit de ces abus et de tout ce que ça comporte, représente, signifie, c'est un travail bouleversant, épuisant, qui est vraiment extrêmement difficile. Élaborer psychiquement à travers une parole qui se déploie pour dire et tisser un récit, c'est douloureux tout autant que libérateur. Et surtout, ce n'est jamais fini. Non pas parce qu'une personne n'a pas assez travaillé, assez dit, assez élaboré ou que sais-je, mais parce que la vie fait ressurgir, qu'on le veuille ou non, les traumatismes qu'on a vécus. Il se rappelle à nous de temps en temps, et ça remet le récit en travail. Il n'y aura donc jamais un jour où une personne vivra comme si les abus sexuels qu'elle a subis n'auraient pas eu lieu et n'auraient plus jamais de conséquences. Ça revient, plus ou moins fort selon les moments et les circonstances. Et comme il n'y a pas de réponse dans l'absolu, il s'agit de traverser ces réminiscences comme on en a besoin quand elles surviennent, ce qui peut passer par des choses très diverses et variées selon les personnes et selon les moments. Et c'est aussi la raison pour laquelle une seule approche ne suffit pas. La psychanalyse ne suffit pas plus que la marche, les antidépresseurs, la boxe, les soins énergétiques, la psychiatrie, le chant, l'hypnose, l'ostéopathie et que sais-je. Il n'y a pas une approche qui suffit à elle seule. La raison est assez simple. C'est le psychisme, le corps et les relations avec les autres qui sont en jeu. C'est donc par la parole, mais aussi le corps et dans la relation aux autres, que les abus sexuels ont besoin d'être élaborés, travaillés, dans les multiples dimensions dans lesquelles ils ont effracté la personne qui les a subis. Il revient donc à chacune et chacun de trouver les approches et les personnes qui conviennent à tel ou tel moment de leur vie. Et là encore, vraiment le plus important, c'est de s'écouter. On sent telle approche avec telle personne? Super. On ne sent pas l'une ou l'autre ou les deux, on passe son chemin et on cherche ailleurs. Ce sont des démarches très difficiles parfois, on est d'accord. Mais comme il s'agit, notamment en psychanalyse, d'aller vers ce qu'il y a de plus intime dans sa vie, ce qui est le cas quand on parle des abus sexuels, il faut vraiment, mais vraiment se sentir bien dans l'approche qu'on a choisie, et bien avec la personne qui la propose et dans la relation qui se tisse avec elle.
Élaborer un récit à partir de ce qui semble n'avoir aucun sens, être innommable, innommé, irreprésentable, insoutenable, c'est aussi être sujet de ce qui est arrivé. On n'est de toute façon jamais complètement victime et heureusement. Je m'explique. Une personne qui subit ce que je nomme un abus sexuel, c'est-à-dire, vous l'aurez compris à ce stade, un réseau d'abus au cœur duquel se trouve une agression sexuelle comme un viol par exemple, en est bien entendu victime. Et reconnaître qu'on est victime est crucial. Reconnaître le réseau d'abus et ses acteurs et actrices est aussi crucial. Renvoyer chacun et chacune à sa responsabilité là-dedans est fondateur. Mais cette même personne qui est victime est aussi sujet, dans la mesure où elle ne fait pas que subir les abus divers et l'agression sexuelle qui constituent ensemble l'abus sexuel, elle en fait quelque chose à chaque instant. Elle en fait des phobies, des cauchemars, des stratégies d'évitement, des tentatives de suicide, etc. Bref, elle en fait plein de choses, très souvent largement inconsciemment, et ces choses, même si bien sûr on peut faire des énumérations généralisantes, sont uniques, car elles sont singulières pour chaque personne. En faire un travail psy, une psychanalyse par exemple, c'est aussi être sujet. C'est tenter de penser l'impensable, de ressentir ce qui semble insoutenable et dont on s'est coupé. C'est nommer l'innommable, c'est élaborer un récit singulier de ce qui s'est passé et continue de se passer. Une victime est toujours aussi sujet, et heureusement, car personne n'est complètement à la merci de quoi que ce soit. Car même du plus terrible qui puisse lui arriver, une personne en fait des choses. C'est bien pour cela que si c'est elle qui en fait des choses, c'est elle aussi qui peut les défaire, ces choses. Personne d'autre à sa place, absolument personne. Ce qui ne veut pas dire que les autres autour, y compris les psys, ne peuvent rien. Mais le travail en soi, seule une personne peut le faire. On est finalement toujours seul à vivre quelque chose, même lorsque cette chose semble partagée. Personne ne la vivra comme nous, on ne sera jamais à la place de personne, ni dans un éprouvé en tout point similaire. Ça, c'est la condition de solitude intrinsèquement humaine dans laquelle nous vivons. Cependant, on peut travailler sur son histoire, sur son corps, avec d'autres, et ce faisant sur les relations que l'on tisse avec les autres. Qui dit psychanalyse dit relation analytique. Et c'est dans la relation que tout se joue, dans la relation qu'on tisse et dans ce qu'on y met en travail. C'est valable dans toutes les approches d'ailleurs, quelles qu'elles soient. Je vous propose qu'on ponctue là-dessus, et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de belles explorations.